J'ai été pris au dépourvu par la gifle soudaine, ce qui m'a fait trébucher en arrière avec un bourdonnement dans les oreilles. J'ai crié, confus. Qu'est-ce que c'était? Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi revenir quelques semaines en arrière pour donner un peu de contexte. Je suis rentré chez moi du travail vers 4 heures de l'après-midi, mon horaire habituel, après avoir commencé ma journée de travail à 7 heures du matin pour accommoder nos clients du Royaume-Uni. Il m'a fallu un certain temps pour m'adapter à cet horaire, mais maintenant je le trouve tout à fait convenable. En entrant dans la cuisine, mes yeux se sont automatiquement tournés vers le tableau d'affichage, mais il n'y avait qu'une seule note. Encore une fois en retard? On dirait que ce sera encore un dîner solitaire pour moi, marmonnai-je pour moi-même. À l'époque où Anne et moi étions jeunes mariés dans notre petit appartement, nous utilisions un tableau noir pour coordonner nos emplois du temps, une tradition que nous avons continuée après avoir emménagé dans notre maison. Au début, nous nous laissions des petits mots affectueux, comme lorsque j'ai écrit « J'ai hâte de rentrer à la maison, Cookie ». Tu me manques déjà, et elle a répondu « Tu me manques encore plus, et ne m'appelle pas Cookie ». J'avais commencé à l'appeler Cookie après notre rencontre dans une boulangerie, et même si elle ne voulait pas que les autres le sachent, il m'était difficile de renoncer à ce surnom. Je comprends que les notes et les surnoms affectueux peuvent sembler excessivement sentimentaux, mais ils avaient une grande importance pour moi, surtout maintenant que la douceur de notre relation semble s'être estompée. De nos jours, j'ai la chance de trouver de brefs mots m'informant de ses projets et de l'heure prévue de son retour, ou comme aujourd'hui, indiquant simplement qu'elle travaillerait tard. Je ne suis pas aveugle au fait que même les pierres précieuses les plus brillantes perdent de leur éclat avec le temps, et la routine et la familiarité peuvent ternir l'éclat de l'amour naissant. Cependant, au cours de la dernière année, il m'a semblé que plus que la simple routine avait altéré notre relation. Ce n'était pas seulement l'absence de mots doux. Nous en étions arrivés au point où nous passions à peine du temps ensemble. Mon emploi du temps était sans aucun doute un facteur contributif, car je partais pour le bureau en semaine bien avant qu'elle ne se réveille. Mais sa profession a exacerbé le problème. Vous voyez, Anne est agent immobilier, et bien que son bureau ait des horaires fixes, elle est souvent à la disposition des clients, prête à les aider avec des documents ou des visites à n'importe quelle heure. Anne organisera un événement chez nous, ce qui l'occupera tout l'après-midi, soit le samedi, soit le dimanche. Tu saisis l'idée. Cependant, ce n'est pas tout. Il y a 2 ans, Anne a pris la décision de se présenter au conseil municipal de notre district. J'ai essayé de la dissuader, mais elle a reçu des encouragements de ses amis et collègues. Au début, je n'étais pas trop inquiet car le conseiller sortant avait obtenu une majorité significative lors de la précédente élection. Cependant, à mi-chemin de la campagne, la femme du conseiller a été victime d'un AVC, le poussant à se retirer de l'élection pour s'occuper d'elle. Avant que je m'en rende compte, ma femme avait pris sa place au conseil municipal. Cela a naturellement entraîné un tout nouveau lot de responsabilités. Ce n'était pas seulement les réunions mensuelles du conseil. Avant longtemps, Anne était en contact avec les électeurs, participant à des groupes de travail et remplissant toutes les fonctions d'un élu, bon sang. Quand je me tenais à ses côtés à l'hôtel le soir de sa réélection, j'étais fier d'elle et de ses réalisations. Voir sa joie dans ses nouvelles responsabilités me rendait heureux pour elle. Cependant, au fil des semaines, notre temps ensemble a diminué. Lorsque j'ai essayé d'aborder le problème, elle est devenue défensive, me reprochant d'être jaloux et de manquer de soutien. Tout cela aurait déjà été assez difficile, mais au cours de l'année écoulée, j'ai remarqué un changement dans son comportement. Ce n'était pas seulement qu'elle était devenue plus distante envers moi. Récemment, lorsque nous étions ensemble, j'ai ressenti de sa part une attitude condescendante, presque teintée de mépris. Ce n'était rien d'explicite, bien sûr, c'était simplement ma perception. Pendant mes moments de loisir, je me suis beaucoup appesanti sur la situation. Il n'est pas étonnant que cela m'ait plongé dans un état d'esprit désespéré. Je me suis inquiété du temps perdu avec elle et j'ai ressenti de l'amertume envers les obligations qui nous avaient éloignés. Je me souviens encore d'une soirée particulière où nous étions profondément épris l'un de l'autre. Nous venions de nous retirer dans la chambre lorsque le téléphone a sonné. Comme vous l'avez peut-être deviné,
C'était l'un de ses clients immobiliers avec une affaire urgente à laquelle elle devait s'occuper. Même maintenant, cet incident continue de me hanter. Cependant, pour être honnête, je me souviens aussi de l'occasion où j'ai dû annuler nos projets du week-end en raison d'une panne de réseau subie par l'un des clients les plus importants de mon entreprise. Maintenant, assis à la table de la cuisine, je luttais avec tout cela. Peut-être que je n'étais pas juste envers Anne. Peut-être suis-je simplement envieux car d'autres demandent tant de son temps. En tant qu'ingénieur réseau, j'ai affiné la compétence de détecter les problèmes à partir de signes en apparence mineurs. Mon intuition me suggérait qu'il y avait plus que ce que j'avais considéré. Ce n'était pas seulement nos horaires chargés qui me rendaient mal à l'aise. C'était son comportement envers moi. Au début, lorsqu'elle est devenue conseillère municipale, elle partageait tout avec enthousiasme à propos du conseil et du bureau du maire avec moi. Cependant, elle ne le faisait plus. Peut-être que la nouveauté s'était estompée, ou peut-être qu'elle me jugeait indigne de sa conversation. Cette possibilité me maintenait sur le qui-vive. Une pensée perturbante m'a traversé l'esprit, et si elle avait une liaison? Je l'ai immédiatement rejetée. Ma partenaire ne me trahirait jamais. Pourtant, l'idée persistait, répondant apparemment à bon nombre de mes questions. Que faisait-elle vraiment pendant ces longues nuits au travail? Elle aurait pu rencontrer des clients, mais elle aurait aussi pu être avec son amant. Pourquoi ne divulguait-elle plus ses allées et venues? Était-ce de l'indifférence ou une tentative délibérée de me tenir dans l'ignorance? Pourquoi était-elle si méprisante envers moi quand nous étions ensemble? Me méprisait-elle maintenant en tant que son cocu involontaire? Alors que je méditais sur ces pensées, un soupçon grandissant et une colère m'envahirent. Je devais stopper ce train de pensée avant qu'il ne mène à des actions irréversibles. Ainsi, je me suis changé en ma vieille tenue de travail, j'ai attrapé la tondeuse et j'ai entretenu notre pelouse jusqu'à ce que l'obscurité obscurcisse ma vue. L'effort physique m'a apporté un certain soulagement. Bien que je ne puisse pas me débarrasser complètement de la situation, je m'étais suffisamment composé pour élaborer un plan. Lorsque des problèmes de réseau surviennent, je réalise une série de tests pour identifier la cause. Je dois faire de même pour mon mariage, effectuer des diagnostics et identifier la racine du problème. Pendant un repas de reste, j'ai réfléchi aux outils de diagnostic à ma disposition. Bien que je sois familier avec divers appareils électroniques de surveillance, la complexité du problème est devenue évidente. Installer des micros et des caméras à la maison semblait futile, étant donné le temps minimal passé par Anne là-bas. Son absence prolongée de la maison me préoccupait. J'ai envisagé l'idée de placer un balise sur sa voiture, mais je doutais de son utilité. Ma femme était fréquemment sur la route en raison de son implication dans des salons immobiliers et des réunions du conseil municipal. Elle se garait souvent dans des hôtels, assistait à des déjeuners et organisait des réunions dans les salles de conférence des hôtels. J'ai même pensé à utiliser des appareils d'enregistrement miniatures ou à mettre sur écoute son téléphone portable, mais j'ai rejeté ces idées comme inutiles. Je connaissais la solution, mais j'ai hésité en raison du coût potentiel. Finalement, j'ai décidé de faire appel à un professionnel, alors je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai cherché des agences de détectives. Cependant, les résultats de la recherche étaient écrasants et j'étais sceptique quant aux évaluations et recommandations en ligne. J'ai alors découvert un reportage de Channel 9 sur les agences de détectives locales, ce qui m'a rappelé Amy Howard, la directrice des informations que je connaissais du lycée. Je l'ai appelée et nous avons convenu de nous rencontrer. Quand elle est arrivée, j'ai été frappé par son assurance et son attitude réussie. Après avoir pris des nouvelles, j'ai subtilement orienté la conversation vers les agences de détectives locales. Elle m'a conseillé d'éviter les grandes agences en raison du risque de commérage et les petites agences en raison des retards potentiels. J'ai été d'accord avec son raisonnement. L'agence Masterson a reçu des retours positifs pour fournir un service intermédiaire. Bien que ce ne soit pas l'option la plus abordable, les clients ont salué leur minutie, leur professionnalisme et leur capacité à obtenir des résultats dans un délai raisonnable. La nature du métier de détective privé est quelque peu rude, mais la recommandation pour l'agence Masterson semblait prometteuse. J'ai exprimé ma gratitude, et alors que je me préparais à partir, elle a tendu la main et m'a serré la main,
exprimant son espoir pour mon succès et me pressant de la tenir informée. Je lui ai assuré que je le ferais. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à notre discussion et à mon désir de garder mes problèmes matrimoniaux privés, espérant de la discrétion de la part d'Amy. Le lendemain, j'ai décidé de suivre son conseil et j'ai pris rendez-vous avec l'agence Masterson. Heureusement, on m'a proposé un rendez-vous avec Monsieur Masterson lui-même si j'arrivais tôt le lendemain matin. J'ai promis d'être là. Ce soir-là, Anne est rentrée à la maison à l'heure, et nous avons partagé un repas ensemble pour la première fois depuis des jours. Malgré mon appréhension à l'idée de lui parler étant donné mes actions imminentes, elle était préoccupée par le fait de se plaindre d'un homme d'affaires envisageant de se présenter contre elle aux prochaines élections. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai sauté le petit déjeuner et je me suis rendu à mon rendez-vous. À ma grande surprise, je suis arrivé plus tôt que prévu en raison d'une circulation légère. J'ai réalisé que l'agence Masterson était idéalement située près de Stranger Brew, un café que je fréquentais. Stranger Brew, connu pour son nom unique, avait un avantage sur les grandes chaînes de café et était un endroit populaire, même à cette heure matinale. Soudain, une perturbation a éclaté à la table adjacente, attirant mon attention. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme costaud et rougeau réprimander une jeune femme latina assise seule. « Tu n'as pas fini ? Qu'est-ce qui te donne le droit d'occuper une table alors que d'autres attendent ?» La femme est restée silencieuse, visiblement surprise par l'explosion soudaine de l'homme. Cela semblait seulement enrager davantage son agresseur. « Tu es juste une Mexicaine, n'est-ce pas ? Je parie que tu es une immigrée illégale. D'abord, tu nous prends nos emplois, et maintenant tu occupes de l'espace dans mon café. Pourquoi ne retournes-tu pas d'où tu viens ?» Il a étendu la main et a balayé la table, faisant tomber du café par terre. Sans hésitation, je me suis placé entre les deux tables. « Pourquoi ne laisses-tu pas tranquille ? Elle était là en premier et a tout à fait le droit à cette table. Tu devrais lui acheter une autre tasse de café et t'excuser de l'avoir insultée. » Le visage de l'homme est devenu encore plus rouge, et je me suis préparé, m'attendant à ce qu'il riposte. Cependant, son attention s'est soudainement tournée derrière moi, et en me retournant, j'ai vu le propriétaire se tenir là. Bien qu'il ne soit pas imposant physiquement, il tenait une queue de billard sciée dans ses mains. « Toi, » a-t-il hurlé à l'agresseur, « sors de mon établissement et ne reviens pas. Tu n'as aucun droit de harceler mes clients, et je ne veux pas de ta clientèle. » Je pensais que l'homme pourrait provoquer une confrontation, mais après avoir jeté un coup d'œil à la queue de billard de Joe et à moi, il a choisi de ne pas prendre de risque. « D'accord, » a-t-il lancé en sortant du café. « Je suis content de partir. Cet endroit est terrible de toute façon. » Alors que l'agitation se calmait, je me suis tourné vers la femme déconcertée. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Puis-je vous offrir une autre tasse ?» Elle m'a regardé avec timidité. « Tu ne me connais pas. Pourquoi as-tu intervenu ?» J'ai haussé les épaules. « Je ne sais pas. Je suppose que je déteste les brutes et les personnes préjugées. » Elle a souri et m'a tendu la main. « Je suis Maria Elena Alvarez, et je suis profondément reconnaissante de tes actions. Il y a peu de gens qui partagent tes sentiments et encore moins qui interviendraient pour aider un étranger. » De rien, Maria Elena. Je suis David Davis, et je suis content d'avoir pu aider. À ce moment-là, Joe est revenu avec 2 tasses de café. J'ai apporté des tasses fraîches pour vous deux. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, et j'espère que vous vous sentirez à l'aise de revenir ici. Nous lui avons assuré que oui, et puis Maria s'est tournée vers moi. Voudrais-tu prendre un café avec moi? Cela libérera ta table pour d'autres. Si cela ne te dérange pas ma compagnie, j'aimerais beaucoup me joindre à toi. Je pris place à côté d'elle, et nous avons commencé à converser tout en sirotant dans nos gobelets en carton chaud. Elle secoua tristement la tête et avoua qu'elle s'était retrouvée là involontairement. Elle expliqua qu'elle commençait un nouveau travail à proximité et était arrivée tôt pour éviter d'être en retard le premier jour. Après avoir pris une autre gorgée, elle me demanda si je fréquentais souvent l'endroit, à quoi je répondis que je le souhaitais mais que j'avais une réunion d'affaires prévue. Alors qu'elle regardait sa montre, elle réalisa qu'il était temps de partir et me remercia d'être venue à son secours. Après m'être dit au revoir,
j'ai fini mon café et je me suis dirigé vers l'agence Masterson. En chemin, j'ai remarqué Maria marchant devant moi et je me suis retrouvé à la suivre involontairement jusqu'au même bâtiment. Lorsqu'elle m'a confronté, je lui ai assuré que j'avais une raison légitime d'être là. Malgré son scepticisme initial, nous avons fini par prendre l'ascenseur ensemble jusqu'au 4e étage. Alors que nous approchions de l'agence Masterson, elle a enfin compris ma présence et m'a souhaité bonne chance pour mes affaires. J'ai hoché la tête en signe de gratitude envers elle. Merci, ai-je dit. Et bonne chance pour votre nouveau travail, Maria, ai-je ajouté. En entrant dans l'entrée principale de l'agence, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'elle devait être consciente de mon but ici aujourd'hui. Maintenant, j'avais 2 personnes qui étaient au courant de mon besoin d'un détective. Après avoir donné mon nom à la réceptionniste, je n'ai pas été immédiatement dirigé vers le bureau de Bradley Masterson. Je n'étais pas sûr du succès de l'agence, mais avoir un spécialiste senior était rassurant. Si quelqu'un incarnait le nom Masterson, c'était lui. Il avait vraiment l'air d'un maître. Je suis légèrement au-dessus de la moyenne en taille, et quand il s'est levé, j'ai dû lever les yeux vers lui. Non seulement cela, mais il avait la carrure d'un milieu de terrain. Je me sentais quelque peu intimidé. Cependant, dès que nous nous sommes serrés la main et que j'ai commencé à expliquer la raison de ma visite, il m'a rapidement mis à l'aise avec son professionnalisme. Il m'a habilement guidé à travers une série de questions sur ma femme, mes soupçons, ses habitudes et plusieurs autres facteurs que je n'aurais peut-être pas considérés. Cet homme connaît vraiment son métier. Après une demi-heure de conversation, il s'est adossé dans son fauteuil. Le fait que votre femme soit membre du conseil rend en réalité le travail un peu plus facile. Elle est habituée à être sous les feux des projecteurs et à avoir des étrangers autour d'elle. Ça ne devrait pas poser de problème. Une sonnette d'alarme a retenti dans mon esprit. Votre équipe doit être prudente. Si l'on découvre que je la surveille, cela pourrait entraîner un scandale politique important. Il a souri comme un vendeur chevronné. Monsieur Davis, nous sommes fiers de notre discrétion et de notre professionnalisme. Votre femme et ses associés ignoreront qu'elle est sous observation. Je suis resté sceptique. Alors, quelle méthode allez-vous employer? Audio, vidéo, suivi GPS? Il s'est penché en avant, a croisé les bras et m'a fixé d'un regard pénétrant. Je ne répondrai pas à votre question car je ne veux pas que vous cherchiez des observateurs ou des appareils. J'ai eu des clients qui ont perdu des semaines de travail lorsqu'ils ont involontairement alerté leur conjoint. Puis il a froncé les sourcils. De plus, je ne veux pas que vous tentiez de mener une surveillance par vous-même. Pendant les 2 prochaines semaines, vous devez suivre votre routine habituelle et vous comporter tout à fait normalement en présence de votre femme. Nous sommes des professionnels. Nous n'avons pas besoin d'aide, et nous n'avons certainement pas besoin d'amateurs qui interfèrent. Est-ce bien clair? J'ai reculé dans mon fauteuil. Absolument, ai-je répondu. Puis, son autre déclaration m'a frappé. Vous avez mentionné 2 semaines. Pensez-vous pouvoir obtenir les informations nécessaires en seulement 2 semaines? Il s'est détendu et m'a offert un autre de ses sourires. Vous avez mentionné avoir observé un changement significatif dans le comportement de votre femme au cours des 6 derniers mois. Cela me fait penser que si elle a effectivement une liaison, c'est à son apogée. Elle désire rencontrer l'autre personne fréquemment. Je n'avais pas envisagé cette possibilité aussi souvent qu'elle le fait. En même temps, elle est convaincue qu'elle la cache avec succès. Je prévois de vous fournir une réponse définitive d'ici vendredi prochain. À tout le moins, nous vous informerons de tout comportement suggestif qui nécessite une enquête approfondie. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être impressionné. Cet homme possédait non seulement les compétences nécessaires pour la tâche, mais il avait aussi une compréhension aiguisée de la nature humaine. Je crois avoir choisi le bon outil de diagnostic pour le travail. D'accord, je suis convaincu. Alors, combien tout cela va-t-il coûter? Sans hésitation, il a donné un chiffre qui m'a fait tressaillir. Je sais que cela semble être une somme importante, a-t-il continué calmement. Mais gardez à l'esprit que nous utiliserons plusieurs individus, véhicules et équipements électroniques coûteux. Plus important encore, nous vous fournirons des réponses. Vous avez déjà exprimé combien l'incertitude vous tourmente.
Combien vaut votre tranquillité d'esprit pour vous? Il avait raison. J'ai sorti mon chéquier. Au cours des 2 prochaines semaines, je me suis senti extrêmement mal à l'aise. Je ne m'étais jamais observé, donc je ne savais pas quel était mon comportement habituel. Est-ce que j'ai l'air suspect? Est-ce que je montre trop d'intérêt pour ma femme? Est-ce que je pose trop de questions ou pas assez? Cependant, il est vite devenu évident que cela n'avait pas d'importance comment je me comportais autour d'elle. Anne me traitait avec la même indifférence qu'elle avait montrée depuis des mois. Lorsque j'ai tenté de m'informer sur son travail, elle a agi comme si elle me faisait une faveur en répondant. Il était également clair qu'elle pensait de toute façon que je ne comprendrais pas son travail sur le tableau. Je me sentais plus comme un embarras que comme son mari. Le week-end suivant, dans une tentative de montrer de l'intérêt, j'ai suggéré que nous sortions ce soir-là. Cela s'est avéré inutile. Elle a immédiatement rejeté l'idée. J'ai des portes ouvertes samedi et dimanche, et tu sais comment elle me fatigue toujours. Zut! Bien que nous partagions un foyer, nous étions plus comme des voisins qu'un couple marié. J'étais hanté par les souvenirs de ce à quoi notre vie ensemble ressemblait autrefois. Nous avions tellement de choses en commun, tant d'intérêts partagés et de passe-temps préférés. Je me souviens de nous asseoir ensemble et de converser pendant des heures sur nos aspirations et comment nous pourrions les réaliser. Le plus douloureux était le souvenir de combien nous nous aimions profondément. Chaque fois que nous nous croisions dans le couloir, nous finissions dans les bras l'un de l'autre, consumés par le désir. C'est étrange comme notre amour et notre passion semblaient disparaître. Ironiquement, plus nous nous approchions de la réalisation de nos rêves, plus nous nous éloignions l'un de l'autre. J'ai réalisé que ma passion pour ma carrière venait non seulement des récompenses financières, mais aussi de la stimulation intellectuelle qu'elle procurait. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais joué un rôle dans l'éloignement d'Anne. Pourtant, j'avais l'impression qu'elle était tout aussi responsable. Elle était une agente immobilière talentueuse, mais ses ambitions allaient toujours plus loin. Son élection au conseil municipal a réalisé un rêve, et maintenant elle laissait entendre qu'elle se présenterait à la mairie. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'était jamais satisfaite. Plus je réfléchissais, plus je croyais que nos carrières avaient influencé l'état de notre mariage. Malgré le stress, un sentiment lancinant me disait que je négligeais quelque chose. Étais-je paranoïaque, ou y avait-il une menace réelle? À contre-cœur, j'ai décidé d'espionner Anne, convaincu que c'était la bonne chose à faire. Masterson avait raison. La tranquillité d'esprit était inestimable. Ces 2 dernières semaines ont semblé être en attente d'une chirurgie exploratoire, terrifié par les résultats mais impatient d'avoir une conclusion. Avant la réunion, je suis passé chez Stranger Brew pour mon café habituel, le dernier repas d'un prisonnier. J'ai balayé le café, espérant voir Maria Elena, mais elle était absente. Heureusement, la personne désagréable que j'avais rencontrée plus tôt non plus. Enfin, c'était l'heure. J'ai marché les 3 pâtés de maison jusqu'à l'agence de Masterson, me sentant comme un condamné sur le chemin de la mort. En donnant mon nom à la réceptionniste, Masterson m'a surpris en émergeant et en me conduisant à son bureau. Oh oh! Ça ne peut pas être une bonne nouvelle. Il s'est assis et a posé ses mains solennellement sur le dossier sur son bureau, son visage devenant impassible. Je ne pouvais plus supporter la tension. Alors, quel est le verdict? Qu'avez-vous trouvé? Au lieu de répondre, il a poussé le dossier vers moi. Je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez par vous-même, marmonna-t-il, et mon cœur a palpité dans ma poitrine. Merde, merde, merde. J'ai ouvert prudemment le dossier et j'ai pris la première photographie. Elle représentait ma femme se tenant devant une maison que je n'avais jamais vue, tenant la porte ouverte pour un jeune couple. Dans un coin, une pancarte à vendre à peine visible a attiré mon attention. J'ai rapidement récupéré la photographie suivante. Elle avait clairement été prise depuis la galerie des visiteurs, montrant Anne assise dans la salle du conseil. C'était un instantané d'elle en train de converser avec le maire d'Alloway dans le couloir de l'hôtel de ville. Ensuite, il y avait une photo d'Anne entrant dans son agence immobilière. Perplexe, j'ai rapidement parcouru les images restantes dans le dossier. Chacune semblait tout à fait innocente, exactement comme je m'attendais à ce que ma femme paraisse. Quand j'ai regardé Masterson avec perplexité,
Son visage sévère s'est transformé en un large sourire. Monsieur Davis, je suis heureux de vous informer que votre femme n'est pas infidèle. Non seulement elle n'a pas eu de rendez-vous clandestin, mais elle n'a manifesté aucun comportement que nous jugerions même vaguement suspect, a-t-il déclaré. S'inclinant dans son fauteuil, il a adopté une posture détendue, les mains derrière la tête. Votre femme, Monsieur Davis, est polyvalente. Elle est une fonctionnaire dévouée, une agente immobilière active et accomplie, une femme déterminée. Cependant, je peux vous assurer de manière catégorique qu'elle n'est pas déloyale, a-t-il affirmé. Son expression est alors devenue plus solennelle. Je comprends que vous aviez des inquiétudes à son sujet, et je soupçonne que les 2 dernières semaines ont été extrêmement difficiles pour vous. Mais maintenant, vous pouvez dissiper tous ces doutes et ces craintes et vous concentrer sur la valorisation de votre mariage, a-t-il ajouté avec un sourire amical. La plupart du temps, mon rôle consiste à annoncer des nouvelles dérangeantes au conjoint. C'est vraiment gratifiant de partager de bonnes nouvelles pour une fois, a-t-il remarqué en se levant pour me serrer la main. Vous avez de la chance, Monsieur Davis, a-t-il continué. J'étais ravi. Le médecin venait de m'informer que l'anomalie sur la radiographie était bénigne. Le soulagement m'a envahi comme une brise fraîche par une journée torride. J'ai de nouveau serré sa main, luttant pour exprimer ma gratitude. L'homme costaud a souri et a sorti une enveloppe de son tiroir de bureau. Voici le reste de la facture pour nos services. J'espère que vous la trouverez utile. Si vous réglez le paiement avec la réceptionniste en partant, cela nous évitera d'envoyer la facture chez vous. Je suppose que vous ne voudriez pas ça, a-t-il plaisanté. Je ne vais pas recourir à des clichés sur le fait de se sentir ravi. Disons simplement que je suis sorti du bureau de Masterson dans un état bien plus heureux que depuis longtemps. Au début, j'ai simplement savouré le soulagement, mais bientôt une nouvelle prise de conscience m'est apparue. Je dois rapidement entreprendre la tâche de reconstruire mon mariage. Je dois démontrer à Anne la profondeur de mon affection. Je dois cesser de la tenir pour acquise. Quand je suis retourné au bureau, j'avais une longue liste de choses que je voulais accomplir. Heureusement, Anne n'avait aucun projet pour le week-end, donc j'étais libre de m'amuser. J'ai commencé à noter mes projets. Le vendredi soir, j'avais l'intention de me concentrer entièrement sur elle, avec des fleurs, des plats à emporter de son restaurant méditerranéen préféré, un bain moussant relaxant et des draps propres sur le lit. J'étais déterminé à en faire une soirée spéciale pour elle. Le samedi, j'avais prévu de commencer la journée avec un petit déjeuner au lit, suivi d'une visite au spa, plus de fleurs, des réservations au meilleur restaurant de la ville, un massage à l'huile pour tout le corps, puis une renaissance de la passion que nous partagions au début de notre mariage. Je souriais d'anticipation. Ça allait être fantastique. Comme prévu, Anne n'est rentrée à la maison qu'à 7 heures après la réunion du comité de zonage. Épuisée, elle s'est effondrée sur le canapé. « Je suis tellement fatiguée », gémit-elle. « Je ne pense pas que je pourrai cuisiner ce soir. » Soudain, elle s'est redressée. Quelle est cette merveilleuse odeur? Elle a regardé autour d'elle et a remarqué le bouquet de fleurs sur la table basse. D'où viennent ces fleurs? Je me suis approché d'elle, agenouillé à côté d'elle avec un large sourire. Ces belles fleurs sont pour ma belle épouse, et ce que tu sens, c'est le dîner, déjà préparé et en attente. Elle m'a regardé avec étonnement, puis a attrapé le vase. Elles sont magnifiques, s'est-elle exclamée. Emmenons-les dans la salle à manger pour que je puisse en profiter pendant le dîner. Je me suis dépêché de préparer son assiette, et au moment où elle s'est assise, tout était prêt. J'ai drapé un torchon propre sur mon bras et lui ai présenté une bouteille de son vin frais préféré du réfrigérateur. « Voulez-vous un verre, madame ?» Elle a hoché la tête avec gratitude, et alors que nos verres étaient remplis, nous avons commencé à manger. Après quelques minutes, elle a posé sa fourchette. « C'est merveilleux. Tu n'as rien fait de tel depuis longtemps. Quelle est l'occasion d'un tel traitement luxueux ?» Puis son expression est devenue sérieuse. « As-tu fait quelque chose dont tu te sens coupable ?» J'attendais cette question. Oui, ai-je répondu avec audace. Je t'ai négligé pendant trop longtemps. Tu as travaillé sans relâche, faisant essentiellement le travail de 2 emplois à temps plein,
et j'ai été tellement absorbé par mon propre travail que je n'ai pas pris le temps de t'apprécier. J'ai de la chance de t'avoir comme épouse, et je vais m'assurer que tu saches combien je te valorise. » Elle est restée silencieuse un moment, puis son visage s'est illuminé d'un sourire. « Nous nous sommes vraiment négligés, n'est-ce pas ?» Elle a baissé les yeux et a fait un geste vers la table. « Y a-t-il autre chose ? » ?»« Absolument, » ai-je dit avec enthousiasme. « Après notre repas du soir, je te préparerai un luxueux bain moussant, te permettant de te débarrasser de toutes tes douleurs aussi longtemps que tu le désires. Ensuite, je te borderai avec amour, m'assurant que tu passes une nuit de sommeil paisible. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pensant qu'elle en aurait besoin pour les projets que j'avais prévus pour le lendemain. Cela faisait un moment que je ne l'avais pas vue sourire ainsi. Plus tard, alors qu'elle se glissait dans son lit après son bain, elle me regarda avec surprise. « C'est une nouvelle literie ?» demanda-t-elle, passant ses doigts sur la tête d'oreiller. « C'est le coton le plus fin avec le nombre de fils le plus élevé que j'ai pu trouver, » répondis-je fièrement. « Maintenant, détends-toi et fais de beaux rêves. » Elle m'a adressé un autre sourire reconnaissant et a fermé les yeux pendant que j'éteignais la lumière et refermais doucement la porte de la chambre. Lorsque je suis retourné la voir quelques heures plus tard, elle n'avait pas bougé. Le lendemain matin, elle dormait encore lorsque je suis entré avec un plateau chargé de bénédictes, de pommes de terre rissolées et d'un mimosa. « Ne tarde pas trop, l'ai-je mise en garde. Tu as un rendez-vous au spa à 10 heures. » Elle secoua la tête incrédule. « Tu me gâtes, tu sais. »« J'espère bien. Tu le mérites. » »« Oh, et après ta visite au spa, pourquoi ne pas passer par le centre commercial pour voir s'il y a quelque chose que tu aimerais porter ce soir à Il Fiorentino ?» Elle me lança un regard furieux alors que je descendais les escaliers. Notre dîner ce soir-là était extraordinaire. Anne avait en effet trouvé une nouvelle robe, et dès que je l'ai vue, j'ai su que j'avais de la chance de la voir. Lorsque le serveur a apporté le prosecco que j'avais commandé, j'ai levé mon verre pour trinquer. À la belle femme qui a fait de moi l'homme le plus chanceux du monde. Elle prit une gorgée puis me regarda d'un air perplexe. « Es-tu sûr de ne rien me cacher, Dave ? Tu n'as pas une maîtresse quelque part, n'est-ce pas ?» Je ressentis une pointe de suspicion. « Absolument pas, Cookie. Tout d'abord, je prends mes vœux de mariage très au sérieux. Et deuxièmement, je ne pourrai jamais trouver quelqu'un à qui je suis plus attiré que toi. » J'ai pris une autre gorgée de vin. « Et je sais que tu ne ferais jamais ça non plus. »« Jamais, » dit-elle en levant son verre en retour. Notre dîner était délicieux, mais nous avons décidé de renoncer au dessert pour ne pas trop nous sentir rassasiés. Nous avons fini la deuxième bouteille de vin et nous avons ri tous les deux en montant les escaliers main dans la main. En arrivant dans la chambre, elle s'est tournée vers moi et a demandé avec impatience « Alors, que nous réserve la suite, mon cher mari ?» Et ensuite, nous avons passé une nuit merveilleuse. Nous avons passé un moment incroyable. Nous avons tellement dormi que nous avons sauté le petit déjeuner et sommes sortis pour un brunch. J'ai délibérément ne pas fait de plans spéciaux pour dimanche parce que je voulais que nous ayons une journée ordinaire. Après le brunch, nous sommes rentrés à la maison et avons participé à nos activités habituelles du week-end. Anne est allée au supermarché pour remplir le réfrigérateur et j'ai tondu la pelouse. Après le déjeuner, je me suis installé devant l'ordinateur pour vérifier mes emails, pendant qu'Anne est allée montrer la maison à un acheteur potentiel qui s'était renseigné sur l'une de ses annonces. Tout semblait normal et satisfaisant, tout comme notre vie ensemble l'avait toujours été. En conduisant au travail lundi matin, j'étais de bonne humeur. Le projet « Prendre soin de votre femme » avançait bien. Je me sentais plus proche d'Anne que je ne l'avais été depuis des mois, et j'étais certain qu'elle ressentait la même chose. J'ai même laissé une note spéciale sur notre tableau d'affichage. Les cookies sont délicieux, les cookies sont doux. Les cookies, tu rends ma vie complète. Assez ringard, je sais, mais je le ressentais vraiment à ce moment-là. Le travail avançait bien, et je me suis assuré de partir à temps pour accueillir Anne. Quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, je me suis tenu en anticipation et j'ai souri en la voyant s'approcher de moi. Clac! Elle m'a frappé au visage de toutes ses forces, me faisant reculer et mes oreilles bourdonner. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» » »« » »« » »« » » »« » 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
Tu m'as espionné. Tu as engagé une agence de détectives pour me surveiller, pour photographier tous mes faits et gestes. Tu ne me fais pas confiance. Oh mec, ce n'est pas bon, pensais-je. Elle se tenait les poings serrés, le visage rouge de colère. Je n'arrive pas à croire que tu me manques autant de respect. Tu imagines à quel point c'est humiliant de découvrir que ton mari ne te fait pas confiance? Elle marqua une pause pour reprendre son souffle. Eh bien, qu'as-tu à dire pour ta défense? Que pouvais-je dire? Elle avait absolument raison. Je ne lui faisais pas confiance. Je la suivais. Comment pourrais-je me racheter? Je suis resté là comme un idiot, essayant désespérément de penser à quelque chose qui pourrait sauver la situation. Mais je te fais confiance, Cookie. Je sais que tu as été fidèle et honnête. Tu paries, après m'avoir eu par la queue pendant 2 semaines, répliqua-t-elle. Son visage se contorsionna encore plus. Ne m'appelle plus jamais Cookie. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder fixement le sol. Mon silence la rendit encore plus en colère. On dirait que j'avais raison à propos de ce week-end après tout. Tu as été gentil avec moi seulement parce que tu te sentais coupable de ce que tu avais fait. Non, Anne, ce n'est pas vrai, commençai-je, mais elle m'interrompit. Eh bien, si tu ne te sentais pas coupable, tu aurais dû l'être maudit. Des larmes de rage coulaient de ses yeux alors qu'elle me regardait. Je n'ai jamais été traité aussi horriblement de ma vie. Et que ce soit fait par mon propre mari. Elle tournoya sur place et se dirigea vers l'escalier. À ce moment, je ne supporte même pas de croiser ton regard. Prononçant ces mots, elle monta furieusement les escaliers et le bruit de la porte de notre chambre qui claqua résonna dans la maison. Je m'affalai sur le canapé, posant ma tête dans mes mains. C'est terrible, le pire du pire. Que pourrais-je bien dire? Quelles actions pourrais-je entreprendre pour me réconcilier avec elle? Je me levai et commençai à faire les 100 pas dans la pièce, mon esprit aussi tourmenté. Je doute que des fleurs ou des sucreries fassent une différence. En ce moment, on dirait qu'il n'y a aucun cadeau que je pourrais offrir qui puisse la reconquérir à n'importe quel prix. Prix? Oh, mon Dieu, et si elle découvrait combien j'ai payé Masterson? Ça la mettrait en colère. Ma mâchoire commença à me faire mal, alors je suis allé à la cuisine et j'ai appliqué de la glace dans un sac en plastique. Je le méritais. En fait, je méritais bien pire. Puis une pensée encore plus affreuse me traversa l'esprit. Et si elle voulait divorcer? Je ne pourrais pas lui en vouloir. Pourquoi ai-je laissé ma paranoïa me consumer? J'entendis ses pas sur l'escalier et je me demandais quelles étaient ses intentions. Après un certain temps, elle descendit et prit son sac à main. Me lançant un regard furieux, elle cracha « Je ne supporte pas d'être sous le même toit que toi » et se dirigea vers la porte. Je me précipitai derrière elle. « Tu reviens? Je n'ai pas encore pris ma décision. » Sur ces mots, elle se dirigea vers sa voiture et s'en alla, pneus crissants. Je restai là, impuissant un moment, puis décidai de monter pour enquêter sur ses actions. À première vue, notre chambre semblait normale, mais quand j'aperçus la chambre d'Amy, je réalisai. Elle avait sorti tous mes vêtements du placard et les avait jetés en désordre sur le lit d'invité. Tout ce qui était dans mes tiroirs avait été négligemment empilé sur le sol de la chambre d'Amy. Je soupirai et commençai à emballer mes affaires et à les ranger dans la chambre d'Amy. Il semblait que j'allais y dormir pour un avenir prévisible. Au moins, elle ne me mettait pas à la porte de la maison. Je n'avais pas très faim, mais je me suis forcé à manger les restes en attendant son retour. Le temps passa et elle ne se montra pas, j'abandonnai finalement et partis me coucher. Un moment plus tard, je fus réveillé par le bruit de pas montant les escaliers. Je me suis assis dans le lit pour la voir passer. Peu de temps après, la porte de la chambre claqua et j'entendis le verrou cliquer. Je retombai sur l'oreiller, rempli de crainte. Après une nuit agitée, je me levai tôt et utilisai la salle de bain d'invité pour me doucher et me raser. Quand j'eus fini, j'ai discrètement essayé la porte de la chambre principale, mais sans surprise, elle resta verrouillée. Je me suis préparé une tasse de café en bas, mais je n'avais pas faim, alors j'ai sauté le petit déjeuner. Avant de partir pour le travail, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu notre tableau d'affichage. J'ai pris la craie et j'ai écrit « Désolé,
Anne. Peut-on parler? J'avais plus à dire, mais je m'en suis tenu là. Heureusement, il n'y a pas eu de problème majeur au travail car je n'aurais pas pu me concentrer. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment expliquer mes actions sans aggraver les choses. Je soupçonnais que tu me trompais, mais cette approche ne semble pas correcte. Peut-être, maintenant que j'ai vérifié en détail, je te fais à nouveau confiance. Oui, cela pourrait la rassurer. Après y avoir pensé toute la journée, j'ai finalement décidé de lui dire la vérité. Chérie, j'avais peur que nous nous éloignions l'un de l'autre, et j'ai laissé la paranoïa l'emporter sur le bon sens. Cela avait l'avantage de l'honnêteté, et si je combinais cela avec des excuses sincères, peut-être que cela aiderait. Je suis parti un peu plus tôt du travail, prévoyant de me jeter à la merci du tribunal matrimonial quand elle rentrerait à la maison. Mais mes espoirs ont été anéantis quand, en traversant la cuisine, j'ai remarqué le tableau d'affichage. Ma supplique avait été effacée, et à sa place, en grosses lettres, était écrit « Va au diable ». Ça ne sonnait pas très prometteur. Néanmoins, je me suis mis à préparer un délicieux dîner pour nous deux. Peut-être pourrions-nous parler pendant que nous mangions. 2 heures plus tard, alors que j'étais assis seul à table, la stupidité de ce plan est devenue évidente. Admettant ma défaite, j'ai mangé mon dîner et rangé son assiette dans le réfrigérateur. Je venais de finir de regarder les dernières nouvelles quand elle est rentrée à la maison. Alors qu'elle se dirigeait vers l'escalier, je n'ai pas pu m'empêcher. J'étais inquiet pour toi, Anne. Je ne savais pas où tu étais. Elle m'a regardé avec des yeux de glace. Pourquoi n'as-tu pas appelé ton détective privé et rapporté ce qui s'est passé? A-t-elle demandé, avec du sarcasme dans sa voix. Puis elle est montée à l'étage et j'ai entendu la porte de notre chambre claquer. Tout ce que j'ai pu faire, c'est gémir. Cette nuit-là a défini la nature de notre relation. Nous étions en état de guerre froide, et il n'y avait pas de négociation. Elle allait et venait à sa guise, et j'ignorais son emploi du temps. Nous n'allions nulle part ni ne faisions quoi que ce soit ensemble. J'étais sûr qu'elle allait demander le divorce, et j'étais méfiant envers toute approche d'un étranger. Mais à mon soulagement, les papiers ne sont jamais arrivés. Avec le temps, j'ai remarqué, sinon un réchauffement, du moins un changement progressif dans notre relation. Sa colère envers moi a été progressivement remplacée par l'indifférence. Elle a repris la conversation avec moi, mais seulement sur des sujets urgents. Est-ce que demain est le jour de la collecte des ordures, ou est-ce qu'il y a du courrier pour moi? Cependant, elle a catégoriquement refusé de discuter de notre situation, et la porte de la chambre est restée fermée. Alors que je me couchais le soir, mes pensées passaient d'une émotion à une autre, semblable aux gifs agaçants qui tournent sur Internet. Au début, je me sentais plein de ressentiment et sur la défensive par rapport à son comportement. Combien de temps va-t-elle persister dans cette attitude? Je ne lui ai fait aucun tort. C'est injuste de sa part de me rejeter ainsi. Mais rapidement, je pâchais au regret. Tout est de ta faute, David. Imagine à quel point tu serais furieux si elle te faisait la même chose. Combien de temps te faudrait-il pour passer à autre chose? Puis je revenais au regret. Par-dessus tout, je ressentais une douleur profonde. Ma femme me manquait. Elle me manquait, cette intimité physique et émotionnelle que nous partagions autrefois. Mon intention était de nous rapprocher, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est nous éloigner. Je ne pouvais m'empêcher de repenser au délicieux week-end que nous avions passé ensemble, juste avant que tout ne s'effondre, et je pleurais ma perte. Ceux qui m'entouraient commençaient à remarquer ma détresse, mais leurs questions et leurs inquiétudes ne faisaient qu'aggraver les choses. La dernière chose que je voulais, c'était parler de mes actes. Je ne doutais pas de la réaction que je recevrais, surtout de la part de mes amis. Ils seraient consternés par ce que j'avais fait. De plus, si le fait que j'avais engagé un détective pour espionner Anne devenait public, cela pourrait entraîner des rumeurs et nuire potentiellement à ses perspectives politiques. Si je compromettais l'avenir politique d'Anne, notre relation serait sans aucun doute terminée. Je me sentais pris au piège dans une situation désespérée. Je me sentais vraiment misérable, mais il n'y avait personne à qui me confier. Maintenant, je comprends ce que ressent le purgatoire. Un dimanche, j'ai osé m'aventurer dans les bois,
espérant que l'air frais m'aiderait à éclaircir mes idées. Après avoir marché le long d'un sentier pendant 1 heure, je suis arrivé dans une petite clairière et je me suis assis sur un tronc pour me reposer. La tranquillité des lieux contrastait avec mon tourment intérieur. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'aime Anne, mais notre mariage est terminé. Il est injuste pour nous deux de persister de cette manière. Nous avons tous les deux joué un rôle, mais je dois assumer la plus grande part de la responsabilité. Notre mariage est terminé, et c'est moi qui l'ai détruit. Étrangement, dès que j'ai pris conscience de cela, un sentiment de soulagement m'a envahi. J'ai pris une grande inspiration et contemplé le ciel, les arbres et la clairière. C'est tellement beau ici. Je souhaite qu'Anne puisse partager cela avec moi. Alors j'ai réalisé ma pensée précédente, et un goût de défaite a rempli ma bouche. Le lundi suivant, après avoir été débordé par le travail, j'ai cherché et trouvé un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille qui prenait une approche non conflictuelle pour mettre fin au mariage dans un cadre respectueux. J'étais intrigué. Si notre mariage était au-delà du sauvetage, je voulais y mettre fin avec le moins de douleur possible. J'ai appelé et pris rendez-vous pour plus tard dans la semaine. J'ai à peine eu le temps de raccrocher que le téléphone a sonné à nouveau. « Est-ce que c'est David Davis ?» demanda une voix hésitante, semblant vaguement familière. « Oui. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ?» C'est Maria Elena Alvarez. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais nous nous sommes rencontrés à Stranger Brewery. Bien sûr que la fille est en difficulté. Je me souviens de toi, Maria Elena. Que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin de te parler d'une chose très importante. D'accord. Je suppose que je peux le faire. De quoi as-tu besoin de me parler ? Non, cela doit être discuté en personne, face à face. Qu'est-ce que c'est, une sorte de secousse ? Ça ne ressemble pas à lui, mais bon, je ne comprends pas vraiment. Si tu pouvais expliquer. S'il te plaît, David, j'ai un besoin urgent de te voir dès que possible. Je peux venir à ton bureau si cela peut aider. J'ai commencé à refuser, mais quelque chose dans son ton et toute la situation m'a intrigué. Il valait mieux être prudent, cependant, de choisir un endroit public. Non, mon bureau ne convient pas. Et si on faisait comme ça ? Je peux être à Stranger Brew dans 15 minutes. Est-ce que ça te convient ? Oui, c'est parfait. Je te verrai là-bas. Merci. Dans quoi m'étais-je embarqué ? Mais elle avait semblé être une personne agréable plus tôt, et l'urgence dans sa voix m'a touché. J'ai mis mon travail de côté et j'ai commencé à marcher vers le café. Quand je suis entré, elle m'attendait déjà à une table au fond de la salle. Elle s'est levée et m'a serré la main lorsque je me suis approché d'elle, puis m'a offert une tasse de mon café préféré. J'ai pris une gorgée, essayant de trouver le meilleur moyen de commencer. J'ai décidé de me limiter temporairement à des conversations futiles. Alors, comment va le Masterson indépendant ? Une expression amère est apparue sur son visage. Pas vraiment, j'ai été renvoyé hier. Renvoyé ? Que s'est-il passé ? Je te raconterai ça plus tard. Laisse-moi d'abord te demander, comment vont les choses avec ta femme ? J'étais choqué. Comment savait-elle pour Anne et moi ? Puis je me suis mentalement giflé. Bien sûr qu'elle sait. Elle m'a vu entrer dans l'agence. Bon sang, elle a dû faire partie de l'équipe qui surveillait Anne. À cet instant, toutes mes inquiétudes me sont revenues, et j'ai senti le retour de ma mélancolie. Je me suis affalé dans mon fauteuil et j'ai secoué la tête. Ça ne va pas du tout, pas du tout. Anne a d'une manière ou d'une autre découvert que je la suivais et elle a explosé. À ma grande surprise, toute mon angoisse et ma tristesse se sont répandues, et j'ai confié à cette presque inconnue l'histoire que je gardais pour moi depuis si longtemps. Elle m'a observé avec une expression vide pendant que je racontais ma peine. En terminant, elle a penché la tête et a demandé « Quand vous avez rencontré Monsieur Masterson, vous a-t-il montré les photos de surveillance ?» Oui, bien sûr. Pourquoi ? Que montraient les photos ? J'étais perplexe. Ce n'étaient que des images d'Anne vaquant à ses activités habituelles, rencontrant des acheteurs potentiels, assistant à des réunions du conseil, travaillant dans son bureau. Tout semblait parfaitement normal, parfaitement innocent. Pourquoi ? Elle s'est penchée avec une expression tendue. « David,
Hier matin à l'agence, j'avais besoin de faire des copies de certains documents. Quand je suis allé à la photocopieuse, j'ai trouvé votre dossier là. Je n'aurais pas dû le toucher, mais je me suis souvenu de votre gentillesse envers moi, et j'ai eu envie de regarder à l'intérieur. J'ai vu les photos que vous venez de décrire, David, mais il y avait d'autres photos que Masterson ne vous a pas données. David, j'ai vu des photos de votre femme dans les bras d'un autre homme. C'était des photos d'eux en train de faire l'amour. Quoi? C'est impossible, Masterson m'a assuré. Ce n'est pas tout, David. Les photos portaient des dates et des heures différentes. Ce n'était pas une erreur isolée. Votre femme a une liaison avec cet homme. Je ne pouvais pas y croire. Vous devez vous tromper. Ça ne pouvait pas être Anne. Pourquoi Masterson m'y mentirait-il? Je ne sais pas, David, mais quand il m'a surprise avec votre dossier, il est devenu fou furieux et m'a renvoyé sur le champ. Pourquoi a-t-il réagi ainsi s'il n'avait rien à cacher? Avez-vous des copies des photos? Je dois les voir par moi-même. Non, je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps d'en faire des copies. Je l'ai scruté. Êtes-vous sûr de ne pas inventer tout ça pour vous venger de Masterson qui vous a renvoyé? J'ai immédiatement remarqué la rancœur dans ses yeux. Bien sûr que je suis en colère contre Masterson, mais je ne me servirai jamais de vous pour me venger. Vous avez été si gentil avec moi, en prenant ma défense même sans me connaître. Je ne pourrai jamais rendre votre gentillesse de cette manière malveillante. Des larmes ont rempli ses yeux. Peut-être est-elle une excellente actrice, mais j'ai immédiatement écarté cette idée. Elle ne me ment pas. Cependant, comprendre l'essence de ses paroles est resté un défi pour moi. Qui était l'autre homme sur la photo? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête et avoué ne pas le reconnaître. Alors que j'essayais de parler davantage, elle a tendu la main et a saisi la mienne. David, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais je soupçonne avoir une explication plausible pour la tromperie de Masterson envers toi. Ta femme exerce une influence considérable dans cette ville. Je soupçonne que Masterson exploite cela pour la faire chanter, a-t-elle révélé. Cette révélation m'a fait réfléchir. Il y avait de nombreuses personnes en ville qui se réjouiraient de l'opportunité d'exploiter le scandale pour saper la position d'Anne dans les prochaines élections. Aussi ambitieuse qu'elle soit, elle ferait tout son possible pour éviter une telle exposition humiliante. Sans le vouloir, j'ai touché ma mâchoire là où Anne m'avait frappé. M'avait-elle trompé depuis le début? M'avait-elle traité avec mépris puis ri de cela avec son amant? Plus j'y réfléchissais, plus je devenais furieux. Je me suis levé de ma chaise, ai quitté les lieux et ai commencé à marcher sur le trottoir. Marie-Éléonore s'est précipitée derrière moi et a saisi mon bras. « David, où vas-tu? Je vais confronter Masterson dès maintenant et découvrir la vérité, » ai-je déclaré. « Attends, David. Réfléchis-y. Si mes soupçons sont exacts, Masterson ne fera que te tromper pour maintenir son emprise sur ta femme. De plus, il a probablement déjà retiré ses photographies de ton dossier et les a cachées. Tu n'obtiendras rien de lui, a-t-elle argumenté. Voyant mon hésitation, elle a ajouté précipitamment, il en sera de même si tu confrontes Anne. Crois-tu vraiment qu'elle avouera quelque chose? Si tu révèles ce que je t'ai dit, ils me rejetteront tous les deux en tant qu'employée mécontente. Ce sera ma parole contre la leur, a-t-elle mis en garde. Me fixant avec sérieux, elle m'a imploré, « David, je te jure que je dis la vérité. J'espère que tu me crois. » En scrutant son visage et en évaluant mes instincts, j'ai conclu qu'elle n'était pas trompeuse. Elle cherchait à rendre l'appareil à celui qui l'avait aidée. « Je te crois, Marie-Éléonore, » ai-je affirmé. Le soulagement mêlé de gratitude était évident sur son visage, mais elle adopta ensuite une expression sérieuse. « Il y a autre chose, David. Il y a une raison pour laquelle j'ai cherché à te rencontrer en urgence. J'ai découvert quelque chose d'important hier. J'ai vu l'agenda de Masterson. Il a un rendez-vous avec ta femme dans 30 minutes. Si tu es prêt à observer un moment, peut-être pourrons-nous déterminer ses intentions, a-t-elle proposé. Oui, bien sûr. Sais-tu où ils se rencontrent? Ai-je demandé. Je l'ai noté, a-t-elle répondu en me tendant un bout de papier avec une adresse de banlieue. 2232 Magnolia Lane. Pourquoi là-bas?
Je râlais plus pour moi-même que pour elle. C'est un quartier résidentiel. J'ai haussé les épaules, je m'occuperai de ça plus tard. Allez, ai-je dit, ma voiture est garée à proximité. Bientôt, nous étions en route vers l'adresse que Maria Eleanor m'avait donnée. Je n'ai rien dit, mais je bouillonnais à l'intérieur. Je me sentais tellement coupable de ne pas avoir fait confiance à ma femme. Et maintenant, il s'avérait que j'avais de bonnes raisons de douter d'elle depuis le début. Quelle personne méprisable! Qui était son amant secret? Depuis combien de temps durait sa liaison? Et comment Masterson était-il impliqué? Prends ton temps, me suis-je dit. Attends d'être sûr qu'Anne te trompait. Tirer des conclusions hâtives t'a déjà causé des ennuis. Oui, mais c'était parce que Masterson m'a menti. Il était difficile de garder mon calme. Le voilà, a crié Maria Eleanor alors que je pâchais devant l'adresse sans la voir. J'ai roulé un autre pâté de maison, fait demi-tour et me suis garé dans la rue 2 maisons plus loin. Zut, c'est un quartier vraiment sympa. À qui est cette maison? Ai-je demandé, surtout pour moi-même. Puis, en nous approchant de la maison, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué plus tôt, une pancarte à vendre de l'agent immobilier de ma femme. Soudain, tout a pris sens. C'est pour ça qu'ils se rencontrent ici. Cette maison est vacante, ai-je dit à Maria Eleanor d'un ton calme mais ferme. Les propriétaires sont partis, et elle essaie de la vendre depuis des mois. Nous sommes restés derrière la grande haie entourant la propriété et nous nous sommes dirigés vers l'allée. Il y avait 2 voitures garées là, mais je n'en reconnaissais aucune. Reste ici. Je vais jeter un coup d'œil et voir si je peux les repérer, ai-je chuchoté. Je viens aussi, a-t-elle répondu en colère, et j'ai haussé les épaules. Ensemble, nous nous sommes dirigés lentement vers la maison, restant à l'ombre de la haie. Nous avons entendu des bruits venant de l'arrière de la maison, et en nous approchant furtivement, nous avons remarqué des porte-fenêtres donnant sur une pièce qui devait être un bureau. Nous avons jeté un coup d'œil à l'intérieur, et mon adrénaline a commencé à monter. Anne, vêtue de lingerie que je n'avais jamais vue auparavant, était étendue sur le canapé en train de parler à quelqu'un que nous ne pouvions pas voir depuis l'angle. J'ai serré les dents. Elle s'excite toute seule. Soudain, une silhouette est apparue, et tout ce que j'ai pu faire, c'est de rester silencieux. Bradley Masterson est entré dans la pièce, un sourire aux lèvres. Plus tard, je les ai vus en train de s'amuser. J'ai attrapé Maria Eleanor par le bras et lui ai indiqué de sortir. Je n'avais jamais été aussi en colère de ma vie. Cette personne méprisable. Ai-je sifflé une fois que nous étions hors de portée de voix? S'il l'a fait chanter, elle n'a sûrement pas l'air de lui en vouloir beaucoup. Elle s'est renseignée sur la prise de photographie. Après une brève pause, j'ai souri et accepté de prendre beaucoup de photos, éventuellement impliquant d'autres personnes. J'ai rapidement enlevé le panneau « À vendre » d'Anne, je l'ai caché derrière une haie, puis j'ai composé le 911 pour signaler un cambriolage résidentiel au 2232 Magnolia Lane. Sans révéler mon identité, j'ai informé l'opérateur du cambriolage en cours, puis j'ai contacté mon amie à la chaîne 9 pour la mettre au courant de l'incident. Ignorant les inquiétudes de mon compagnon, je me suis concentré sur la prise de photos. En revenant vers les porte-fenêtres, nous avons repéré un homme que Maria Elena a identifié comme Harold Hartfield, le responsable de la commission d'urbanisme. Alors que nous nous sommes précipités pour informer la voiture de patrouille arrivante, les agents ont exprimé leur scepticisme quant au crime signalé. À ce moment-là, une camionnette de presse est arrivée, et alors que nous allions parler, un cri strident a déchiré l'air, incitant les agents à se précipiter vers la porte d'entrée. Le jeune officier suivait de près le policier principal alors qu'ils ont fait irruption par la porte d'entrée et ont disparu à l'intérieur. Commencez à filmer, a instruit le journaliste à son collègue alors qu'il se détournait de la maison et commençait à parler rapidement devant la caméra. Derrière moi se trouve la résidence au 2232 Magnolia Lane, où les forces de l'ordre enquêtent sur une effraction suspectée. Nous venons d'entendre des cris paniqués à l'intérieur, incitant la police à enquêter, a-t-il rapporté. Avant qu'il ne puisse finir, un tumulte éclata de la maison, ressemblant à une scène d'une bagarre de film ancien, sauf que c'était réel. Il y avait des cris et le bruit de meubles et de vaisselle qui se brisaient. Le caméraman s'est rapidement concentré sur la maison,
capturant le commissaire sortant par la porte d'entrée complètement nu, suivi de près par la femme du reporter, également dévêtue. « Attends-moi » a-t-elle appelé alors qu'Harold ouvrait une portière de voiture et mettait en marche le moteur. Après qu'elle soit montée, il a reculé la voiture, évitant de justesse une collision avec une voiture de patrouille garée au bout de l'allée. Dans un geste désespéré, Hartfield a enclenché la marche avant et a foncé dans la cour, tentant de traverser la haie. La voiture a presque réussi, mais les branches épaisses ont arrêté sa progression, soulevant l'essieu arrière du sol, rendant les pneus inutiles. Le reporter a immédiatement reconnu les deux politiciens et s'est précipité vers le véhicule immobilisé, faisant signe à son caméraman de le suivre. Commissaire Hartfield, conseillère Davis, pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce que vous faisiez ensemble dans la maison? Et où sont vos vêtements? A-t-il demandé. Le commissaire a refusé de répondre, mais a finalement baissé la vitre alors que le reporter insistait. À l'intérieur de la voiture, les deux individus ont eu du mal à dissimuler leur nudité tout en échangeant des paroles animées. Pendant ce temps, le caméraman s'est recentré sur la maison, capturant la vue de Bradley Masterson, menotté et ensanglanté, escorté par deux agents qui semblaient également en piteux état. « Qui est-ce » a demandé le reporter perplexe. « C'est Bradley Masterson, président de Masterson Investigation », a expliqué Maria Elena. « C'est un détective privé. » Le reporter a noté le nom mais est resté perplexe. « Et qui êtes-vous » J'ai demandé à Maria Elena si nous devrions rentrer à la maison. « Nous devons rentrer à la maison, chérie, » ai-je affirmé, prenant sa main et la guidant vers ma voiture. Alors que nous partions, nous avons vu la police tenter de disperser les curieux du quartier. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle est devenue sensationnelle dans la ville. La chaîne 9 a utilisé les images pour promouvoir son journal télévisé du soir, montrant à plusieurs reprises le commissaire, le conseiller municipal et le détective dissimulant leurs parties intimes. L'histoire était si scandaleuse que l'affilié national de la chaîne 9 l'a reprise, la présentant au journal télévisé national du soir. Bientôt, il y avait peu d'endroits dans le pays où les gens n'avaient pas vu le spectacle remarquable de ma femme courant à travers l'herbe. Masterson a été immédiatement emprisonné pour avoir agressé un officier de police. Alors qu'il était escorté vers sa cellule, il a fait des remarques obscènes sur les deux agents et ses intentions à sa libération. Le juge présidant l'affaire n'était pas amusé et lui a refusé la caution. Il était difficile pour la police de déterminer les crimes, le cas échéant, commis par le commissaire et la conseillère municipale. Le cambriolage a été rapidement écarté, et même les accusations de violation de propriété ont été abandonnées lorsqu'il a été découvert qu'Anne était l'agent immobilier pour le 2232 Magnolia Lane. Cependant, en raison de la publicité intense, ils ont dû se cacher. Le journal du matin a été perturbé par le scandale et a demandé à tout le personnel de la ville d'enquêter plus avant. Commissaire et conseiller municipal, la politique fait de curieux compagnons, hurlait le titre le lendemain. J'ai supposé que tout tournait autour du sexe, mais je me trompais. Un journaliste ingénieux s'est penché sur la question et a découvert des preuves de corruption liées à plusieurs projets immobiliers locaux. Il est apparu que le conseiller municipal sollicitait des pots de vin de la part des promoteurs, et le commissaire cherchait des permis de zonage favorables en échange des faveurs sexuelles du conseiller municipal. Apparemment, il ne s'était pas suffisamment dissimulé, car une fois l'histoire éclatée, ils ont été rapidement arrêtés et inculpés pour faute professionnelle. À mon retour à mon bureau près de Magnolia Lane, la première chose que j'ai faite a été d'appeler le cabinet d'avocats que j'avais contacté et d'annuler le rendez-vous. « Oh » demanda avec espoir la femme agréable à qui j'ai parlé. « Cela signifie-t-il que vous et votre femme vous êtes réconciliés ?»« Cela signifie que je ne veux plus partir à l'amiable, » ai-je déclaré froidement. « Je vais engager un vrai requin et la mettre à terre. » Il était inévitable que je sois impliqué, du moins initialement. La police m'a interrogé à plusieurs reprises pour déterminer si j'avais été impliqué dans le complot de ma femme ou si j'en avais bénéficié. Heureusement, Anne avait gardé tous ses fonds dans un compte séparé à son nom. Lorsque j'ai informé le lieutenant de l'embauche de Masterson pour enquêter sur ma femme, il a simplement secoué la tête avec sympathie. Mes amis et collègues ont également exprimé leur sympathie,
mais ont eu du mal à trouver les bons mots. Nous aimions tous Anne, donc il semblait injuste de la qualifier de politicienne corrompue et de femme infidèle. Il ne semblait pas non plus juste de me dire que j'étais un cocu. Compréhensiblement, la plupart d'entre eux ont commencé à m'éviter, et je ne pouvais pas leur en vouloir. J'ai engagé un avocat redoutable pour la procédure de divorce, bien que cela se soit avéré inutile. Étant donné l'infidélité publique d'Anne et la possibilité d'emprisonnement, le divorce n'était pas un problème. Néanmoins, mon avocat a veillé à ce qu'Anne reçoive la pire part du règlement financier. Je pensais en avoir fini avec elle, mais à ma grande surprise, j'ai eu un autre face-à-face avec ma future ex-femme. L'avocat d'Anne m'a contacté, me demandant ma présence en tant que témoin pour la défense d'Anne. J'ai ri à cette idée, mais j'ai cessé lorsque l'avocat a menacé de me citer à comparaître si je ne coopérais pas. L'idée d'être entraîné dans une confrontation avec Anne ne m'enchantait guère, et j'ai envisagé de me retirer. Cependant, son avocat a mentionné qu'il voulait m'interroger avant le procès, en présence d'Anne. Après une brève réflexion, j'ai accepté à condition qu'Anne réponde à quelques questions pour moi. J'ai été soulagé lorsqu'elle a consenti, espérant enfin obtenir des réponses. En entrant dans la salle de conférence du cabinet de l'avocat, j'ai trouvé Anne là, vêtue d'un de ces tailleurs de pouvoir qu'elle portait souvent lors des réunions du conseil en présence des caméras de télévision. Je dois admettre qu'elle avait toujours de l'allure, mais en regardant son visage, j'ai remarqué le poids du stress. « Monsieur Davis », a commencé l'avocat d'Anne, « je comprends que votre mariage sera bientôt dissous dans des conditions favorables. Nous ne sommes pas ici pour en discuter. Nous essayons de prouver qu'avant que Madame Davis ne s'écarte sous l'influence de tentations étrangères, elle était une épouse aimante et une compagne de vie dévouée de bonne moralité. Nous aimerions vous appeler à la barre pour témoigner de votre vie ensemble avant les événements malheureux des derniers mois. » J'ai cyniquement réfléchi, égaré par le charme des autres. J'ai réussi à me reprendre et j'ai regardé l'avocat calmement. Quand j'ai commencé à parler de ma femme, je l'ai vue comme la femme la plus captivante et intrigante que j'ai jamais rencontrée. Elle possédait de l'intelligence, de l'humour et un don pour mettre les gens à l'aise autour d'elle. L'avocat a fait un signe de tête à Anne puis s'est tourné vers moi avec un sourire encourageant, notant diligemment chacun de mes mots. Pendant les 6 premières années de notre mariage, Anne et moi partagions les mêmes aspirations et rêves, et je croyais que nous étions sur la voie pour les réaliser. L'avocat a interrompu. « Vous voulez dire les 8 premières années, n'est-ce pas, Monsieur Davis ? Je crois que vous êtes marié depuis 8 ans. » Ignorant ces paroles, j'ai continué. Cependant, depuis son élection au conseil municipal, ma femme a changé. Elle est devenue une personne ambitieuse et manipulatrice, uniquement concentrée sur ses propres intérêts et objectifs. Elle m'a de plus en plus négligé et a mis notre mariage de côté pour sa propre progression personnelle. C'est son indifférence croissante et son mépris à mon égard qui m'ont finalement poussé à engager un détective privé. Non, non, Monsieur Davis, ce n'est pas ce que nous voulons. Vous devez. Peu importe, Virginia, a interrompu Anne. Je t'ai dit qu'il y avait peu de chance. Il n'allait jamais m'aider. Puis elle m'a regardé amèrement. Alors pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui, Dave? Que veux-tu? J'ai croisé les bras et me suis penché en avant sur la table. Je veux être seul avec toi pendant 30 minutes pour te poser quelques questions. M'aideras-tu si je fais cela? Pas la moindre chance, a-t-elle répliqué, me fixant un moment avant de soupirer et de se reculer dans sa chaise. D'accord, je suppose que je te dois ça. Tu as 30 minutes. Êtes-vous sûr? A demandé l'avocat d'Anne. C'est bon. Il ne me fera pas de mal, a répondu Anne. L'avocat a secoué la tête et est sorti de la pièce, refermant la porte derrière elle. Anne s'est alors tournée vers moi. D'accord, Dave, que veux-tu me demander? Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi. J'avais de nombreuses questions, mais j'ai choisi de commencer par la plus fondamentale. Pourquoi, Anne? Pourquoi l'as-tu fait? Soudain, elle s'est redressée brusquement, les yeux brillants de colère. C'est de ta faute, tu sais. Je ne serais pas dans ce pétrin si tu n'avais pas engagé ce détective pour me surveiller. J'ai été pris au dépourvu. Ma faute? Comment cela peut-il être ma faute? C'est toi.
Mais elle était tellement furieuse qu'elle ne m'a même pas entendu. Tout se passait si bien jusqu'à ce que ce salaud débarque à mon bureau avec ses photos de Harold et moi. Et c'est toi qui l'as mis sur ma route. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai ressenti une montée de colère envers toi. Si tu n'avais pas été impliqué avec Hartfield, je n'aurais pas eu à gérer ça. Elle a souri en expliquant que ce n'était pas une liaison, juste une manœuvre politique. Elle a admis que Harold était un amant décevant et plus petit que toi, et qu'elle ne l'utilisait que pour obtenir les changements de zonage dont elle avait besoin. J'ai été pris au dépourvu par sa révélation et j'ai demandé pourquoi elle avait besoin de permis de zonage alors qu'elle n'était pas promotrice immobilière. Elle a secoué la tête devant mon manque apparent de compréhension et a précisé qu'elle n'avait pas besoin des permis elle-même, mais plutôt du soutien des grands promoteurs pour sa campagne à la mairie. Elle a avoué que tout était une question de politique et d'obtention d'approbation. Quand je l'ai confrontée à la grosse somme d'argent dans son compte bancaire secret, elle a avoué avec embarras que l'argent était également un facteur. Elle est ensuite revenue à la colère, me blâmant pour m'immiscer. J'ai refusé de tomber dans son piège et j'ai demandé des informations sur l'implication de Masterson. Elle a révélé qu'il exigeait une part de ce qu'Alé Harold recevait. J'ai souligné l'incohérence de son récit, mais elle a évité la question, révélant que Masterson avait surpassé les capacités de Harold. Elle a admis qu'elle avait volontairement obéi après la première fois et a remarqué avec nonchalance que tout le monde a ses propres préférences. J'ai mentionné sarcastiquement son manque de préoccupation concernant l'embauche de Masterson, à quoi elle a reconnu me devoir ça. Cependant, son attitude a changé lorsqu'elle a blâmé les voisins curieux pour sa situation. J'ai ressenti un soulagement pour la première fois ce jour-là. J'ai avoué être celui qui a appelé la police et alerté les médias. Elle a réagi furieusement, tentant de m'attaquer avant que son avocat n'intervienne. Je regrette de ne pas pouvoir témoigner du caractère de votre client, conseiller, ai-je déclaré en sortant. Cependant, j'ai marqué une pause et ajouté « Profite bien de ton temps en prison, Cookie ». Masterson a finalement admis sa culpabilité pour une accusation moindre d'agression contre un officier de police en échange de son témoignage sur un système de pots de vin. En plus de purger une peine de prison, il a naturellement perdu sa licence de détective privé. Hartfield a reçu une peine plus légère car il n'avait en réalité pas accepté d'argent. Néanmoins, il a perdu son emploi, sa femme et sa dignité, et n'a plus jamais été vu en ville. Je pense que ce crétin a eu ce qu'il méritait. J'ai délibérément évité toute information sur le procès d'Anne, en partie parce que j'étais indifférent à son sort et en partie parce que je voulais pouvoir plaider l'ignorance si on me posait des questions. Cependant, alors que j'étais à Stranger Brew quelque temps plus tard, j'ai eu un aperçu d'un titre de journal annonçant la condamnation. Je n'ai pas pu résister et l'ai parcouru. Selon le rapport, Anne a été condamnée à 3 à 5 ans de prison d'État et à une amende de 25 000 $ pour sollicitation d'un pot de vin illégal. J'ai également été ravi de découvrir qu'elle fait maintenant face à des accusations fédérales pour évasion fiscale sur son fonds de caisse personnel. Apparemment, la saisie par l'État de ses biens acquis illégalement n'a pas été un facteur atténuant pour les autorités fédérales. Je me suis frotté la pommette. Exactement ce qu'elle méritait. Peut-être pourrais-je maintenant avancer dans ma vie. Mes pensées ont été interrompues par une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Et, l'étranger, tu pourrais offrir une tasse de café à une fille ? Je lui ai souri. Je serais ravi, Maria Elena.